Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y aura bientôt 5 ans, le Rwanda plongeait dans la période la plus atroce de son histoire. Près d'1 million de morts en 100 jours. Un génocide planifié par les partisans du pouvoir Hutu pour anéantir la minorité Tutsi. Vous l'imaginez bien, un génocide d'une telle ampleur n'est pas le fait de quelques-uns. Ils furent nombreux à programmer la disparition des Tutsis et des Hutus modérés. Ils furent des milliers à dresser patiemment la liste de leurs victimes, à les pourchasser, à les abattre à coups de machette. Certains bourreaux aujourd'hui sont en prison, au Rwanda ou à Arusha, mais beaucoup ont réussi à fuir et se sont réfugiés au Canada, en Afrique, en Europe et même en Belgique. Chez nous, une instruction a été menée contre une série de présumés génocidaires. Rapide et concluante, cette instruction n'a malheureusement encore débouché sur rien. Les bourreaux sont toujours impunis. C'est le constat du reportage de Michel Hucorne et Philippe Lorsignol que vous allez découvrir dans quelques instants. Cette enquête sur les génocidaires du Rwanda sera suivie d'un débat avec nos confrères Colette Brackman du journal Le Soir et Peter Verlinden de la VRT. La justice, ce n'est pas pour demain. Après une instruction rapide et efficace, la justice n'a toujours pas déféré les génocidaires devant les tribunaux. Comment expliquer cela ? Petite précision quand même, 2 personnes, 2 Rwandais présumés génocidaires ont été arrêtés en Belgique il y a quelques années et ont été renvoyés vers le tribunal d'Arusha. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Autre élément qui peut être encourageant pour le bon déroulement de la justice, c'est qu'on nous promet, le ministre de la Justice en Belgique a promis une cour d'assises pour fin septembre 99 pour au moins 2 dossiers en cours. Mais c'est vrai que de manière générale, on peut se dire qu'il y a énormément de lenteur dans ce dossier. Alors lenteur pourquoi ? Il y a une explication officielle, on dit organiser une cour d'assises, qui est une procédure orale, qui est très lourde, qui coûte très cher, est extrêmement difficile à organiser chez nous. On se dit que faire juger des Rwandais en Belgique par un jury populaire qui n'est peut-être pas tout à fait attentif à ce qui s'est passé à quand même quelques milliers de kilomètres de chez nous, ce n'est pas évident. Ça, c'est, disons, une raison, une explication technique qui cache peut-être, il faut bien le dire, une explication moins officielle. On a parlé aussi de problèmes sur le plan politique, et même on a parlé de protection. Exactement, c'est un terme très à la mode, mais ici je pense qu'il peut se justifier, parce que quand même, des avocats de présumés génocidaires en Belgique qui sont inculpés, qui sont poursuivis, ont déjà annoncé que s'il y avait procès, on pourrait assister à une forme de grand déballage, et c'est vrai que certains éléments apportés au moment de ces procès pourraient gêner aux entournures le monde politique chez nous, qui, il faut bien le reconnaître, n'a pas toujours été très courageux dans cette affaire du Rwanda. Donc, grand déballage, c'est un risque. Rappelons qu'il y a un précédent au moment où on a voulu constituer la commission parlementaire d'enquête sur le Rwanda. Il y a eu quelques solides freinages, notamment dans le nord du pays, du côté du CVP. On a cité dans votre reportage, Michel Hucorne, quelques dossiers de génocidaires réfugiés en Belgique. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y a actuellement une bonne vingtaine de dossiers. Certains sont clôturés, d'autres sont à l'information. Mais il faut dire que, je ne veux pas dire qu'il y a toutes les semaines des génocidaires ou des présumés génocidaires qui arrivent en Belgique, mais depuis notamment que le Kenya n'est plus un sanctuaire de refuge pour certaines personnes qui auraient participé au génocide rwandais, la Belgique devient encore plus attractive qu'avant et il y a régulièrement des gens suspects qui arrivent sur notre territoire, certains qui arrivent, qui quelques semaines après disparaissent. Je peux citer un cas, on peut citer un nom. Il y a un certain Raymond Mugabo sur lequel pèsent certains soupçons d'avoir participé au génocide, qui est arrivé en Belgique, il a laissé une adresse officielle. Eh bien, je sais que la Sûreté de l'État, l'administration communale et d'autres le recherchent. Il a disparu, complètement disparu. Il est dans la nature, quelque part en Belgique, sans avoir le moindre compte à rendre. Et ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'il existe chez nous, bien entendu, des réseaux amicaux
qui aident ces gens. Le général Vindilimena, par exemple, l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie rwandaise dont on a parlé dans le sujet qu'on vient de voir, eh bien, il a trouvé refuge chez nous avec l'appui direct de l'armée belge, parce qu'il avait des amis dans l'armée belge, et il a logé pendant tout un temps, il a été domicilié chez un ancien militaire. Donc ça montre qu'il y a à tout le moins des réseaux amicaux, je ne dis pas c'est des complicités ou des protections, mais c'est des réseaux amicaux. Il y a à côté de ça des réseaux beaucoup plus pointus encore. Il y a en Belgique le RDR, qui est le Rassemblement pour le retour des réfugiés, qui est un organisme rwandais supporté en Belgique, soutenu en Belgique, qui est vraiment un réseau d'influence à la fois politique, un réseau une espèce de base de repli arrière chez nous pour des présumés génocidaires. Colette Brackmann, vous êtes journaliste au Soir, vous êtes une grande spécialiste du problème, des problèmes rwandais, des problèmes africains. Est-ce qu'il y a, à votre avis, aussi des filières organisées, des appuis ici en Belgique aux génocidaires ? Mais des appuis, ce sont surtout des réseaux d'amitié et de relations et qui sont très anciens. Il faut savoir que la Belgique a tout de même soutenu le Rwanda depuis l'indépendance. Et donc il y a des amitiés au sein de l'armée, au sein du monde politique, au sein des organisations religieuses qui sont anciennes et qui fonctionnent. Et je pense qu'il y a aussi un certain nombre de Belges qui soutiennent toujours le processus des années 60, de cette révolution Hutu, et qui n'imaginent pas non plus que leurs amis aient pu commettre des crimes ou puissent être suspectés. Comment expliquer cet aveuglement? Il y a quand même eu de l'information, beaucoup d'émissions ont parlé du problème. Comment expliquer cela? Psychologiquement peut-être? Je crois que c'est psychologique parce que ça équivaudrait pour certains Belges à se remettre en cause eux-mêmes, à remettre en cause le bien fondé d'une politique qui a duré pendant 40 ans et qui était fondée sur le principe que la majorité ethnique Hutu était la majorité politique démocratique, alors que les clivages sont autres au Rwanda ou ailleurs. La majorité n'est peut-être pas celle-là, mais pour la Belgique, c'est une remise en cause fondamentale et je pense que certains ne sont pas prêts à franchir le pas parce que ça les remet en cause dans leur propre fonctionnement. Peter Verlinden, vous travaillez pour le magazine Panorama de la VRT. Alors, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a des filières organisées en Belgique pour protéger les génocidaires? Je pense qu'il faut prendre soin de ne pas tomber dans le piège et dans une cynique jeu politique qui joue pour le moment, c'est-à-dire que chacun qui est accusé d'être génocidaire est par définition coupable. Je pense qu'il faut garder l'ouverture, c'est ce qu'on cherche de faire au moins chez nous à la rédaction, pour voir si quelqu'un qui est accusé, quel est ce dossier, où sont les preuves, etc. Ce n'est pas parce que quelqu'un trouve quelques soutiens ici en Belgique que ça veut dire qu'il est protégé parce qu'il est génocidaire. Il faut, comme chez nous aussi dans la justice, il faut des preuves. Et c'est ça le grand problème. Si on étudie certains dossiers, on voit que c'est très très difficile, c'est très complexe de prouver vraiment que quelqu'un est coupable. Vous pensez que s'il y a des lenteurs à traduire les génocidaires ou les présumés génocidaires devant les tribunaux, c'est pour des raisons de preuve? Non, je ne suis pas si naïf que ça. Je pense que naturellement il y a un certain lobbying, mais je constate quand même qu'il n'y a pas des garanties pour une bonne justice pour le moment pour certaines personnes. On a eu le cas d'un autre Rwandais qui n'a pas été nommé ici, qui a été presque amené à Arusha jusqu'au moment qu'on a découvert qu'on a mélangé des noms. Je veux dire, c'est pas si simple que ça. Mais je suis naturellement bien au courant qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ces gens iront en justice. Oui, mais justement, là, on a parlé d'appui dans la société belge, et plus particulièrement de gens qui proviennent du milieu catholique flamand, CVP. Vous êtes flamand? Non, c'est vrai. Il y a un circuit en Flandre des gens qui soutiennent, disons, pour être bref, l'ancien régime et tout ce qui est dans les alentours de cet ancien régime. Mais je ne veux pas dire immédiatement que ces gens protègent des génocidaires. C'est pas tout à fait sûr. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été membre de l'ancien régime, par exemple l'exemple de l'RDR, où il y a un Rwandais, François Nzabaïmana, qui est le président de l'RDR. Bon, c'est quelqu'un qui s'est enfui lui-même en 1994 pour échapper au génocide. Je ne vais pas dire qu'il n'a rien fait, mais je veux dire qu'il faut être très prudent pour ne pas tomber dans le piège de la polarisation. Pour le moment, dans le dossier du Rwanda,
on tombe immédiatement dans une catégorisation que quelqu'un est ou Hutu ou Tutsi, ou coupable ou non coupable, ou génocidaire ou non génocidaire. Et c'est ça que moi, comme journaliste tombin, et je pense qu'un grand milieu en Flandre, essaye d'éviter. Il n'y a pas, si je peux me permettre, aussi une polarisation entre ceux qui donnent quand même nettement l'impression de ne pas avoir envie qu'on ne juge, et puis les autres. Il y a aussi cette différence-là. Et on a peu le temps, l'impression, surtout dans le nord du pays, d'une chape de silence en disant attention, ne bougeons pas, tout ça. Il y a naturellement, en Flandre, il y a certains milieux qui, avec l'argument de la complexité, évitent l'analyse et la recherche. Et ça, naturellement, ça c'est inacceptable. Ce n'est pas parce qu'un dossier est complexe que je veux indiquer. C'est ça mon problème comme journaliste aussi. Ce n'est pas parce qu'un dossier est complexe qu'il ne faut pas l'étudier et faire la recherche et l'éviter. C'est pour ça que je pense que... Mais quant à moi, c'est une minorité. Ça existe en Flandre, ça c'est vrai. Mais si je vois que même certains chercheurs bien reconnus, comme le professeur Reintjens, est classifié par certains d'autres immédiatement dans cette même école des gens qui ne veulent pas, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui disent il faut faire une bonne recherche, il ne faut pas faire des procès d'intention. Et sur ce point-là, je pense qu'en Flandre, il y a un réseau de journalistes, des gens intéressés qui traitent ces dossiers de cette manière-là, sans juger d'avance. Colette Brackmann, pas de chasse aux sorcières, dit votre collègue de la VRT, qu'en pensez-vous? Oui, je crois que les réseaux existent, mais qu'il s'agit plutôt de protéger des amis, des gens qu'on connaît et dont on n'arrive pas à imaginer qu'ils puissent être coupables. Je prends le cas de Frodual Karamira, qui a été exécuté, qui a été le premier génocidaire exécuté après un procès à Kigali, et qui avait des amis en Belgique, des amis qui jusqu'au dernier jour ont refusé de croire que cet homme qu'ils avaient invité chez eux, en famille, puisse être coupable. Je crois que le problème est là, c'est pas tellement de protéger des criminels quand on sait qu'ils sont criminels, c'est de simplement refuser d'imaginer que quelqu'un qu'on connaît puisse être dans cette catégorie-là. Alors, Peter Verlinden, est-ce qu'il n'y a pas eu un deuxième génocide passé, lui, inaperçu, lorsque le FPR et les Tutsis ont pris le pouvoir? C'est la thèse que vous défendez dans un reportage que vous avez fait dernièrement. Oui. Donc, deuxième génocide qui passerait vraiment au bleu, comme on dit. Je n'ai jamais essayé de défendre la thèse du deuxième génocide. Et je n'ai moi-même jamais parlé du deuxième génocide, parce que je ne veux pas qu'on utilise ce terme pour camoufler le premier génocide. Alors moi, je ne parle pas de premier et deuxième génocide. Moi, je parle des massacres à grande échelle, dont on a certaines preuves déjà, mais qui n'ont jamais été recherchées d'une façon approfondie jusqu'à maintenant. De la part des Tutsis, disons de la part de l'FPR. Personnellement, j'évite toujours les termes Hutu-Tutsi parce qu'on sait qu'au sein de l'FPR aussi a massacré pas mal de Tutsis. Alors moi, je parle plutôt des grands massacres. Et quant à moi, quand on fait des recherches sur les grands massacres, sur le génocide, il faut faire les recherches sur les autres massacres aussi. Mais ça ne veut pas dire que l'un peut dissimuler l'autre, pas du tout. Non, une toute petite remarque simplement pour aller à peu près dans le même sens que vous, c'est qu'il faudrait éviter aussi une espèce d'absolution indirecte donnée à ce qui est vraiment un génocide par rapport à des exactions condamnables, certes, mais qui n'ont pas ni la dimension ni la gravité de ce qu'on a vécu en 94. Le problème, c'est que la recherche là-dessus n'est pas encore faite. Et ça, c'est un point très très faible. Jusqu'à maintenant, une recherche vraiment scientifique sur ce qui s'est passé effectivement au Rwanda, qui a tué, à quel moment, n'existe pas à grande échelle. Et ça, pour moi, c'est très déplorable. Oui, mais il y a eu évidemment une accumulation. Il y a eu le génocide proprement dit, mais il faut être très prudent parce que le génocide, c'est le nombre, mais c'est aussi l'intention d'exterminer jusqu'au dernier quelqu'un de la catégorie adverse. Ça, c'est le génocide. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des actes de guerre, des actes de représailles, des faits qui peuvent être apparentés à des crimes de guerre de l'autre côté, mais on ne peut pas les mettre sur la même balance et renvoyer tout le monde dos à dos. Je pense à une utilité, c'est de finalement on absout tout le monde et surtout on absout également les complices des uns et des autres.
Merci Colette Brackmann et merci Peter Verlinden. Michel Hucorn, si nos téléspectateurs veulent prolonger leur étude du problème, parce que nous ne viendrons pas à vider ce problème aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques lectures intéressantes. Il y a le site internet de Nom de la Loi d'abord, et puis il y a quelques lectures, bien le livre connu de notre invité, Colette Brackmann, Histoire d'un génocide, publié chez Fayard. Il y a le livre de Léon Sor, dont on a parlé dans la séquence, Influence parallèle, chez Luc Pire. Un livre d'Alain de Stex, Qui a tué nos paras, tout à fait intéressant également, chez Luc Pire. Et puis alors, 2 témoignages très émouvants et très intéressants aussi de Yolande Mukagazana, que vous avez également pu voir dans le reportage. Son premier livre, La mort ne veut pas de moi, et celui qui vient de paraître tout récemment, qui s'appelle N'aie pas peur de savoir, chez Robert Laffont. Voilà, merci à tous. Le mois prochain,